Bonjour, aujourd'hui je vais faire avec vous la solution à l'exercice numéro 57 dans le manuel Benson à page 357. Vous avez une poulie ici composée de deux cylindres de disques de rayons R1 et R2 reliés à des masses M1 et M2 séparés d'une distance H verticale. Okay? Donc ici j'ai mis les différents rayons, les différentes masses. On note la distance qui sépare les deux blocs est de 2 mètres, puis le moment d'inertie de la poulie est de 0,2 kg/mètre. Carré, pardon, il manque un carré ici. Petite erreur de ma part, pardon. Okay. Donc, il y a plusieurs façons de faire ce problème-là. Moi, personnellement, la façon que je vais le faire avec vous aujourd'hui, je vais le faire en utilisant la conservation de l'énergie. On pourrait aussi le faire en utilisant les moments de force, puis c'est ça. Okay? Donc, moi, je le fais par la conservation de l'énergie. C'est quelque chose que j'utilise plus régulièrement que les moments de force. Donc, la première chose qu'on doit savoir ici, c'est que si on écrit l'équation de conservation de l'énergie dans le problème ici, premièrement, il n'y a aucun frottement, il n'y a aucune perte d'énergie, donc l'énergie est complètement conservée. Comme le bloc 2 va descendre pendant que le bloc 1 va monter, nous, ce qu'on sait, c'est qu'au début, le bloc 2 contient une certaine quantité d'énergie potentielle gravitationnelle, donc ça va être l'énergie potentielle gravitationnelle initiale du bloc 2. À la fin, l'énergie va être répartie sous plusieurs formes. Donc, le bloc 1 va avoir gagné de l'énergie potentielle en montant jusqu'à son point le plus haut. Le bloc 1 va avoir acquis de l'énergie cinétique finale. Le bloc 2 va avoir gagné de l'énergie cinétique lui aussi parce qu'il va se déplacer avec une certaine vitesse. Puis, il ne faut pas oublier que notre poulie va contenir une certaine énergie cinétique de rotation étant donné que le tout est en mouvement. Okay? Donc, le problème ici, c'est qu'on a plusieurs variables. Okay? Donc, le bloc 2 va avoir baissé d'une hauteur H2, par exemple. Pendant ce temps-là, le bloc 1 va avoir monté d'une hauteur H1 qui n'est pas la même. Le bloc 1 va se déplacer à la vitesse V1 qui est différente de la vitesse V2 à laquelle le bloc se déplace. Le bloc 2 se déplace. Puis notre poulie tourne avec une certaine vitesse angulaire oméga. Okay? Donc, comment est-ce qu'on peut relier toutes ces variables-là en premier lieu? Okay? Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de relier les hauteurs, par exemple. Okay? Donc, ici, si je regarde comme il faut, supposons que ça, c'est ma situation initiale, donc j'ai mon bloc numéro 2 qui est ici initialement, puis mon bloc numéro 1 qui est ici initialement. Okay? Donc, je vais le mettre un peu plus proche. Okay? Donc, ce qui va se produire, c'est que initialement, on dit que ces deux blocs-là sont séparés d'une distance de 2 mètres. Okay? Nous, ce qu'on sait, par contre, c'est que le bloc 2 va descendre d'une certaine hauteur H2. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se produire, c'est que le bloc 1 va monter jusqu'à une certaine hauteur H1. Okay? Donc, si on regarde ça un petit peu, le bloc qui est ici va avoir parcouru une distance H2 dans cette direction-là. Okay? Pendant ce temps-là, lui va s'être déplacé d'une distance H1. Okay? Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? Okay? C'est que H1 plus H2 doit être égal à la hauteur H qui séparait mes blocs au départ. Okay? Donc, à ce moment-là, mes blocs vont être à la même hauteur. Okay? D'ailleurs, en fait, c'est parce que ça, c'est dans la question. On nous demande combien de temps ça va prendre avant que les deux blocs soient rendus à la même hauteur. Donc, ça va nous permettre de relier H1 et H2. Okay? Les vitesses V1 et V2, comment on peut les relier? Okay? Ils vont être reliés au déplacement de mes deux objets H1 et H2. Dans quel rapport mes objets vont-ils se déplacer? Supposons que ma poulie fait un tour complet sur elle-même. Okay? Donc, elle parcourt un déplacement angulaire. Je vais juste passer ça 2 petites secondes. Supposons que la première poulie fait un déplacement angulaire de delta θ mètre, de delta θ radian, pardon. Okay? Donc, le déplacement du bloc 1 va être H1, va être égal à R1 fois le déplacement angulaire de la poulie. Okay? Donc, pour le bloc 1. Mais c'est aussi vrai pour le bloc numéro 2. Okay? Donc, le bloc numéro 2, lui, tourne autour d'une poulie qui a un rayon R2. Donc, le déplacement va être lié de cette façon-là. Ça correspond à HD. Okay? Donc, mon bloc va se déplacer d'une distance delta x1 qui est égale à h1. Lui, ça va se déplacer d'une distance delta x2 qui est égale à h2 pendant ce temps-là. Okay? Mais comme à ce moment-là, les deux disques qui sont soudés ensemble ont le même déplacement angulaire delta θ, qu'est-ce que je peux faire? C'est tout simplement faire une règle de 3
trouver que H1 sur H2 est égal au rapport des rayons. Okay? Donc, on peut se l'imaginer facilement. Supposons que ma poulie fait un tour complet sur elle-même. Je vais avoir déroulé 2πr 2 mètres du côté du bloc 2. Pendant ce temps-là, mon bloc 1 va avoir avancé d'une distance 2π fois R1. Donc, le rapport des déplacements va être égal au rapport des rayons des deux poulies. Okay? Donc, pourquoi j'écris ça? Parce que j'avais déjà une relation qui disait H1 plus H2 est égal à 2 mètres. Bien ici, je vais avoir H1 est égal au rayon du disque 1 sur rayon du disque 2 fois H2. Okay? Donc, ça me permet, dans le fond ici, j'ai une deuxième relation entre H1 et H2. Okay? Donc, je vais être capable de trouver le lien. Pardon. Donc, je vais être capable de trouver le lien ici entre les déplacements de l'objet 1 et de l'objet 2. Ici, j'ai H1 plus H2 est égal à 2, mais H1 est égal à 0,5 fois H2 plus H2 est égal à 2. Donc, je trouve que le déplacement du bloc 2 est de 1,33 m environ, pendant que le déplacement du bloc 1 est de 67 cm. Okay. Donc, ça ici, c'est quelque chose que je vais devoir utiliser plus tard. Donc, ici, j'ai trouvé le rapport des déplacements des deux objets, qui est dans le rapport des rayons. Puis, donc, ce qu'on avait dit, c'est qu'on avait dit delta x1 est égal à R1 fois delta θ. Puis, la même chose pour le 2. Donc, si le rapport des déplacements est égal au rapport des rayons, bien, le rapport des vitesses va également être égal au rapport des rayons. Okay? Donc, puis, le rapport des accélérations linéaires de mes deux objets va également être égal au rapport des rayons de mes deux objets. Okay? Donc, ça, c'est toutes des choses que je vais devoir utiliser plus tard quand je vais chercher à trouver des liens entre mes différentes variables. Okay? Donc, on va garder ça en mémoire, puis on va s'en servir davantage tantôt. Okay? Donc, ici, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre mon calcul de conservation d'énergie. Okay? Donc, ce qu'on disait, c'est qu'initialement, par exemple, mon bloc, le seul bloc à contenir de l'énergie était le bloc M2, contient combien d'énergie potentielle. Ben, moi, ce que je vais faire ici, c'est... Oups, j'ai perdu mes blocs. Donc, ce que je disais, c'est que mon bloc, initialement, est à cet endroit-là, ici. Va se retrouver à une position finale ici, plus basse de 1,33 m. Donc, je vais définir un h égale à 0 à cet endroit-là, qui va être différent de mon h égale à 0 pour l'autre bloc. Okay? Donc, h égale à 0 ici. À la fin, mon bloc 2 va avoir descendu de 1,33 m. Ça veut dire qu'initialement, il contient m fois g fois h d'énergie cinétique. Potentiel, pardon, je vais juste le réécrire globalement ici. Donc, lui, c'est M1 fois G fois H1 à la fin qui va avoir accumulé. Une demi M1 V1 carré. Une demi M2 V2 carré. On voit qu'on a un petit paquet de variables ici qu'on va devoir toutes traiter indépendamment. L'énergie de rotation, une demi fois I fois oméga au carré. Donc, voilà la quantité de comment mon énergie va être répartie à la fin. Okay? Donc, ce qu'on disait ensuite, qu'est-ce qu'on disait ensuite? On disait, ici, je peux commencer à remplacer des variables. Okay? Ce que je vais vouloir faire, c'est tout écrire en fonction de la même variable. Okay? J'ai V1 puis V2 ici, puis oméga. Donc, H1, H2, c'est réglé. V1, V2 puis oméga, comment je peux les relier? Bien, je sais que le rapport des vitesses, c'est dans le rapport des rayons, mais je sais également okay, qu'il existe un lien entre la vitesse linéaire d'un objet puis la vitesse angulaire. C'est oméga fois R. Donc, la propriété commune, c'est que mon bloc 1 va avoir une vitesse V1 qui est égale à la vitesse de rotation de la poulie fois le rayon R1 du disque autour duquel il tourne. Puis, ça va être la même chose pour V2. Comme mon ensemble tourne à la vitesse en oméga, mais je vais utiliser oméga ici comme étant ma variable commune. Donc, je vais pouvoir écrire que V1 est égal à oméga R1, puis V2 égale oméga R2. Comme je connais les rayons, ben, je vais pouvoir avoir une seule inconnue qui va être la vitesse angulaire ici. Okay. Donc, je vais commencer à remplacer des variables. La masse de l'objet 2, 3 kg, G 9,8. La hauteur du bloc 2, le bloc 2 tombe de 1,33 m.
Le bloc 1 a une masse de 1 kg, 9,8. Le bloc va monter de 67 cm. Le bloc 1 a une masse de 1 kg puis va se déplacer à la vitesse oméga fois le rayon du disque 1 qui est 5 cm. Le disque 2 a une masse de. Le bloc 2, pardon, a une masse de 3 kg qui va se déplacer, pardon, à la vitesse oméga fois R2 au carré, qui est de 10 cm. On donne le moment d'inertie dans le calcul. On dit que mon disque a un moment d'inertie égal à 0,2 kg mètre carré. Puis, il me reste juste à utiliser un oméga ici supplémentaire au carré. Donc, c'est vraiment mon équation de conservation d'énergie. Si on remarque maintenant, j'ai réussi à réduire tout ça à une seule variable, oméga. Okay? Puis ici, si je le calcule, je vais trouver que oméga va être égal à 17,73 rad par seconde. Okay? Donc, si j'isole comme il faut, je vais trouver 16,73, pardon, je fais 17, 16,73 rad par seconde. Okay? Donc là, déjà, ce que je peux trouver, c'est, puisque ma vitesse angulaire est 16,73, j'avais dit que V1 était égal à oméga R1, va donc être égal à 0,83 mètres par seconde, 0,84 mètres par seconde. La vitesse V2 va être égale à oméga fois R2 de 1,67 mètres par seconde. Mais c'est pas ça que je cherche. Nous, on nous demande de trouver les tensions de part et d'autre. Okay? Donc, moi, ce que je vais faire ici, je vais par la conservation de l'énergie. Si je veux avoir la tension, je vais devoir utiliser la somme des forces est égale à MA sur chacun de mes objets. Puis, je vais avoir besoin de l'accélération de chacun des objets. Mais par exemple, je sais de combien la vitesse va avoir varié. Donc, je vais pouvoir utiliser cette relation-là. Okay? Va me renseigner sur l'accélération de chaque objet. Par exemple, pour l'objet 2, bien, la vitesse de l'objet 2 au carré à la fin est égale à la vitesse initiale de l'objet 2 plus 2 fois l'accélération du bloc 2 multiplié par le déplacement du bloc 2. Mon bloc 2 atteint une vitesse finale de 1,67, a démarré du repos, a une accélération inconnue, s'est déplacé sur une distance de 1,33 mètres. Donc, ça me donne ici l'accélération du bloc 2 qui est de 1,05 mètres par seconde carré. Okay. Nous, on sait qu'on pourrait avoir le même raisonnement qui nous dirait que l'accélération du bloc 1, ici, est donnée par la moitié de l'accélération du bloc 2, donc environ 0,53 mètres par seconde carré. Okay. Donc, le rapport des accélérations linéaires est dans le rapport des rayons. Okay, on se souvient de ça, on avait indiqué ça tantôt plus tôt dans le problème. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à déterminer la tension de part et d'autre des blocs. Okay? Donc, si je regarde, par exemple, mon bloc numéro 2, ici, okay? Mon bloc numéro 2, lui, est soumis à deux forces qui sont le poids de l'objet 2 puis la tension dans la corde rattachée à l'objet 2. Mon objet 2 se déplace vers le bas, donc la somme des forces qui agissent sur l'objet 2 doit être égale à la masse de l'objet 2 fois son accélération. J'ai deux forces qui agissent sur lui. Donc, je suis capable d'isoler T2 qui va être égal à M2G moins M2A2. Puis ça me permet d'écrire T2 est égal à 3 fois 9,08, 9,8, oui, c'est ça, 9,8, moins 1,05. Donc, je trouve une tension T2 de environ 26,3 newtons. Okay. Je peux faire la même chose sur le bloc numéro 1. Donc, sur le bloc numéro 1, je vais avoir mon objet numéro 1 ici. Donc, qu'est-ce qu'il sent comme force? Il sent la tension qui tire sur lui vers le haut, puis le poids qui tire vers le bas. Mon bloc numéro 1, lui, se déplace vers le haut. La somme des forces qui agissent sur 1 doit être égale à M1 à 1. Ici, c'est pas les tensions ne sont pas dans le rapport des rayons, les objets ne se déplacent pas dans la même direction ici. Donc, j'ai plus T1 moins T1 est égal à M1 à 1. Donc, je trouve T1
est égal à M1A1 plus M1G. Donc, c'est égal à 1 fois 9,8 plus 0,57. 0,53, pardon. Qui me donne une tension d'environ T1 d'environ 10,33 newtons. Donc, j'ai trouvé les grandeurs des tensions 1 et 2, comme je devais le faire. On nous demande ensuite combien de temps ça a pris avant que le bloc 1 et le bloc 2se rejoignent. Ben, si on peut utiliser les équations de la cinématique, on peut aussi utiliser une autre équation de la cinématique. Par exemple, une qui fait intervenir le temps. Okay? Donc, on trouve ici que la vitesse finale de mon objet, qui est parti du repos, qui avait une accélération de 1,05 m par seconde carré, a duré t secondes. Donc, le temps t, 1,59 secondes. Okay. Donc, ici, je suis passé entièrement par la conservation de l'énergie, mais j'aurais pu évidemment passer par les moments de force qui agissent sur chacun des objets. C'est probablement ce que je vais faire d'ailleurs, pour vous le montrer d'une autre façon. Donc, c'était la solution problème 57 à la page 357 du Benson 1 dans le chapitre 11.